c'est indispensable de te mettre à investir. Parce que sinon, tu te retrouves avec une génération sacrifiée. Une génération entière qui a cotisé toute sa vie, qui se retrouve au moment de la retraite avec rien, parce qu'elle n'a pas capitalisé sur sa retraite. Tu continues ton lent déclin vers le mur, où tu augmentes ta dette, tu augmentes les prélèvements, tu baisses le pouvoir d'achat de tout le monde, les gens épargnent plus, ils consomment moins, ce qui économiquement te fait tout descendre. Et en fait, tu restes dans ce cercle vicieux plutôt que de te retrouver dans un cercle vertueux. Tant qu'il n'y a pas ça, la solution pour les gens, c'est en partie de se préparer par eux-mêmes. Vincent Grard, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'être venu jusqu'à chez nous. Donc aujourd'hui, tu occupes un poste important au sein de Trade Republic à l'échelle mondiale et surtout tu t'occupes de nos humbles territoires. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui sur la chaîne des Forces françaises de l'industrie en partenariat avec les déviations. Pourquoi ? Parce que on se rend compte de plus en plus que la finance, la façon dont on gère notre argent, qui est très abondant en France, contrairement à l'impression qu'on a tous d'être un peuple qui s'appauvrit, on a beaucoup d'épargne. Donc ça pourrait être un actif extrêmement puissant à mettre au service de notre économie pour qu'elle rebondisse. On n'arrive pas toujours, surtout quand on ne travaille pas dans ce secteur-là, à comprendre pourquoi c'est pas bien fait, pourquoi c'est pas fléché comme on voudrait. Donc qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ce monde obscur qui fait beaucoup fantasmer les gens, en bien ou en mal. Donc j'ai trouvé intéressant de te recevoir pour que tu nous expliques tout ça. Mais avant, comme tu le sais, comme je te l'ai expliqué hors caméra, on aime bien, notamment via notre média Les Déviations, comprendre un petit peu quel est le parcours qui a été le tien et comment tu es arrivé dans ce monde merveilleux de l'argent abondant, gratuit et tout autre fantasme qui peut occuper les discussions de comptoir qu'on a tous et qui sont d'ailleurs la plupart du temps faux. Mais comment tu es arrivé un petit peu dans ce monde-là ? Donc, si tu peux commencer à Vincent Petit, qu'est-ce qui l'a amené à faire ce qu'il a fait ? Pour le contexte, du coup, tu as devant toi le Vincent de 36 ans, ce qui te permet de savoir d'où on part. Le Vincent Petit est né dans le Pas-de-Calais, dans une petite ville du Pas-de-Calais, qui est la préfecture du Pas-de-Calais, qui s'appelle Arras, où j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans, pour ensuite aller faire mes études après le bac à Lille, très bonne ville étudiante qui m'a laissé des souvenirs que je n'oublierai pas. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Contribuer à l'essor du secteur de la brasserie. Potentiellement, simplement c'est une période de ma vie qui était simple. Et avant d'arriver à Lille, tu peux nous dire deux mots un petit peu du milieu social dans lequel tu étais, est-ce que quelque chose t'a façonné, t'a attiré dans ce secteur de la finance, ou est-ce que ça t'est tombé sur le coin de la figure comme ça ? Écoute, alors déjà, moi, je viens d'une classe moyenne. J'avais un père qui était commercial dans les salles de bain, une mère qui était comptable dans une petite PME du bâtiment. Ouais. La finance, c'est pas forcément un choix particulier. Je suis pas persuadé que... en tout cas, moi, j'ai pas eu ce que peuvent avoir certaines personnes, type les médecins ou les avocats, cette notion de vocation, où tu sais, à 15 ans, à 14 ans, ce que tu as envie de faire dans la vie. Ça n'a pas du tout été mon cas pour le coup. Néanmoins, ça a été quand même assez une évidence que je ne voulais pas faire certaines choses. Si tu vois, par exemple, la médecine ne m'a jamais attiré. Le droit m'a un peu attiré, mais pas suffisamment pour m'y engager, ou en tout cas faire mes choix de volonté de partir en fac de droit. Donc je suis parti dans ce qui était assez généraliste à l'époque, à savoir les écoles de commerce. Donc j'ai fait les DEC à Lille. Et ensuite, la partie finance, là, est venue un peu plus naturellement quand on te demande de faire tes choix de spécialisation. Et tu sais, au final, maintenant, je fais assez peu de finance comparé à ce que tout le monde pourrait penser d'un directeur de banque. D'ailleurs, la notion de faire de la finance est quand même très, très large. Il y a plein de métiers, il y a plein de branches dans la finance, mais je n'ai pas l'impression d'en faire, en tout cas, quotidiennement. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de choses différentes dans mon parcours. J'ai démarré en gestion d'actifs. J'ai notamment fait mes 2 derniers stages de l'école de commerce chez une banque assez connue qui s'appelle Edmond Rothschild. Je pense que ça
contribué à me faire devenir quelqu'un d'adulte, ce passage assez brusque du monde de l'étudiant au monde du travail. Donc voilà, c'était le début de ma carrière. Et ensuite, j'ai toujours bossé pour des sociétés étrangères sur le marché français. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire 2 mots pour les gens qui connaissent pas ce monde? C'est quoi la gestion d'actifs? La gestion d'actifs, c'est le fait de gérer les capitaux des gens et de les investir pour en dégager un rendement, pour ensuite faire augmenter la valeur des capitaux des gens. Donc, en l'occurrence, les boîtes de gestion d'actifs gèrent à la fois les capitaux des gens qui sont très fortunés, mais à la fois les capitaux, par exemple, des caisses, les complémentaires de retraite, qui vont investir sur les marchés. C'est assez drôle. En ce moment, le débat est très sur la retraite par capitalisation ou non. La vérité, c'est qu'il y a une partie des capitaux, en tout cas des stocks de capitaux, des cotisations retraite, notamment des complémentaires, qui sont investis sur les marchés pour générer du rendement. D'accord. Et avec une obligation de faire travailler cet argent, parce que quand il va falloir payer des retraites, il faut, si possible, que ça soit supérieur à l'argent qui a été cotisé. C'est tout le principe, en effet, d'un système qui fonctionne. Ce n'est pas le cas du système français dans sa globalité. On pourra aller un tout petit peu plus en détail après si tu veux, mais entre les retraites du privé et du public, il y a des dissonances qui sont assez fortes. Les retraites du privé sont plutôt excédentaires d'ailleurs. Mais quand on regarde dans la globalité, on est sur un déficit qui est majeur et j'ai envie de te dire caché. Oui. Donc après la gestion d'actifs, j'ai basculé directement sur la partie des particuliers. Donc j'ai travaillé pour des plateformes qui permettent aux gens d'investir par eux-mêmes. À une époque où le nombre de personnes qui investissaient par eux-mêmes était très très faible. Généralement des personnes qui étaient éduquées et suffisamment riches pour se permettre de dire tiens, moi je vais gérer en partie mes investissements moi-même. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On assiste complètement à un phénomène où le fait d'investir par soi-même se normalise. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont investi par eux-mêmes. Donc par eux-mêmes, par soi-même, ça veut dire qu'il y a une autre voie qui est finalement d'épargner, et cette épargne est investie par la banque, par l'assurance, par d'autres, enfin on va dire des tiers, qui sont des entreprises financières, qui vont le faire pour faire fructifier cet argent, c'est ça? En fait, tu as deux notions. Tu as une notion d'épargne et tu as une notion d'investissement. La notion d'épargne, c'est de dire, tiens, moi je mets mon argent de côté. Tu vois, on parle souvent d'avoir de l'argent de côté. Donc tu la mets d'un côté et l'idée, c'est que cet argent-là soit préservé. Généralement, c'est du sans risque. Et quand on parle de sans risque, évidemment, on parle de petits rendements. Et donc l'épargne, c'est ce que tu peux avoir sur tes livrets. C'est ce que tu peux avoir sur tes contrats d'assurance vie en euros, par exemple. Et tout ça, tout le système bancaire actuel, et depuis des décennies, a été organisé pour flécher l'argent des gens, leur capacité d'épargne, vers ce type de produit et s'en servir pour faire autre chose. D'accord. Ce qui est en soi pas une mauvaise chose pour les gens, parce que leur argent est en sécurité. La mauvaise chose, c'est que ça ne travaille pas du tout. Donc ça ne les enrichit pas, quoi. Ça ne les enrichit pas. Et quand tu regardes... tiens, la notion de s'enrichir, d'ailleurs, c'est important d'en parler, parce que dans l'absolu, l'argent des gens ne baisse pas. Mais dans la réalité, cet argent baisse. Avec l'inflation. Exactement. L'enrichissement se mesure face à l'inflation. Et ton argent sur ton compte courant, par exemple, en fait, baisse continuellement. Le chiffre ne baisse pas, mais ce que tu peux acheter avec cet argent-là baisse. Et d'un autre côté, tu as l'argent qui travaille, qui est investi, et qui, du coup, te donne deux choses. D'un côté, une opportunité, de l'autre côté, un risque. Le risque, c'est quoi? C'est le risque de voir la valeur de cet investissement baisser, soit temporairement, soit d'une façon plus longue. Et l'opportunité, c'est que cet argent-là te ramène plus de petits. Donc c'est que ça travaille beaucoup plus et que du coup, le rendement vienne dépasser le niveau de l'inflation et que du coup, tu commences à t'enrichir. Et sur la longue tendance et... je veux dire, pour des produits d'investissement où le risque est réparti, parce que si je mets tout sur une action très dangereuse et que la boîte fait faillite, j'ai tout perdu.
Oui. Par contre, si je place ça sur des grands indices mondiaux pendant des dizaines d'années, le recul de cette histoire-là, de ce bout d'histoire économique, c'est quoi? Déjà, ce qui est important de dire, c'est que ce qui s'est passé avant ne va pas forcément se repasser ensuite. Oui. Mais par contre, on peut forcément utiliser les données historiques pour avoir un aperçu de ce que c'est la situation, de ce qu'est la situation. Historiquement, la probabilité de voir la valeur de ton investissement baisser est nulle au-delà d'une quinzaine d'années sur les marchés. Si tu as un risque réparti. Si tu as un risque réparti sur un indice, en effet, donc on parle dans ce cas-là de diversification. Donc si tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, que tu as quelque chose de diversifié, ce qui est très simple, tu achètes un ETF Monde par exemple, c'est assez accessible à tout le monde. Dans ce cas-là, la probabilité d'avoir une performance négative est quasiment nulle si tu es là plus d'une quinzaine d'années environ. Et un ETF Monde, c'est j'allais dire un élément, enfin un placement qui va ensuite investir sur tous les grands indices mondiaux. C'est ça? Ouais, en fait, dans les placements, si tu résumes les deux plus gros, c'est tu as les actions. Donc là, c'est tu achètes un petit bout de la propriété d'une entreprise. Donc tu as des actions non cotées, comme la boulangerie du coin, et tu as les actions qui sont cotées, comme celles du CAC 40, tu vois, par exemple les 40 plus grandes entreprises françaises. Et donc quand tu achètes une action, tu achètes un petit bout de la propriété de cette entreprise. Ça te donne plusieurs choses. Ça te donne, le droit de percevoir une partie des bénéfices de cette entreprise, ce qu'on appelle communément les dividendes. Et 2, ça te donne le droit aussi de voter. Et ça, c'est un droit qu'on oublie assez souvent. Mais le fait de voter, tu influences directement la direction que l'entreprise prend. Et c'est ultra important parce que, et même dans le débat public, on te dit oui, les sociétés, elles font ce qu'elles veulent et ainsi de suite. Mais en fait, si tu deviens actionnaire, tu peux influencer. Et il y a des exemples très très forts quand même, où il y a par exemple sur notre champion français de l'énergie, il y a un petit collectif d'actionnaires qui représentait à peine, de mémoire, c'était 3 ou 4% de la valorisation totale, qui a fait mettre au vote une résolution concernant un changement strict de trajectoire, et ils ont obtenu 17% des voix. Donc la motion n'est pas passée, mais 3% a réussi à mettre au débat un truc qui a été validé par 17% du total des actionnaires. Donc c'est ultra important le droit de vote. Oui. Et donc ça, c'est les actions. Et ensuite, tu as d'autres types de produits. On peut parler des obligations. Les obligations, tu n'achètes pas une part de la propriété de l'entreprise, mais par contre, tu prêtes de l'argent à l'entreprise. C'est la dette, en fait, non pas auprès d'une banque, mais auprès d'un particulier ou d'un investisseur X ou Y. Sur les marchés. Donc, c'est position l'intermédiaire, c'est le marché. Tu dis, bah voilà, moi, je veux récupérer, je ne sais pas, 10 millions d'euros. Tu es une entreprise, tu dis, je veux récupérer 10 millions d'euros pour financer le lancement, je ne sais pas, tu es dans l'industrie d'une nouvelle usine. Je vais payer, étant donné le risque, je vais payer 6% par an pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, je rends l'argent. Et ben, donc ça, c'est le fait d'émettre une obligation. Et sur le marché, tu as des particuliers, des professionnels qui vont venir l'acheter. Un ETF, lui, il vient... En fait, c'est une sorte de panier où tu vas, à l'intérieur, avoir un certain nombre d'actions. Donc tu prends, par exemple, l'ETF CAC 40. Eh bien, tu vas avoir les 40 plus grandes actions françaises. Tu prends l'ETF Monde, tu vas avoir environ 1600 sociétés dedans. Donc, tu auras un tout petit bout des 1600 plus grosses sociétés du monde. Donc, c'est assez sécurisé, on va dire. La notion de sécurité, elle est, et tout comme la notion de risque, elle est très personnelle. Déjà, c'est ton rapport au risque. C'est-à-dire que si tu investis pour, je ne sais pas... Tu vois, moi, j'ai 36 ans. Si j'investis pour préparer ma retraite sera dans au moins 30 ans. Voire un peu plus. Oui, je pense qu'on a des mauvaises nouvelles à t'apprendre bientôt. Sur 30 ans, en fait, ta tolérance au risque est beaucoup plus élevée que sur 2 ans, par exemple. C'est-à-dire que, comme je prends ma retraite dans 30 ans, je suis prêt à accepter que, par exemple, la valeur de mes investissements baisse un peu sur les 5 prochaines années pour ensuite remonter. Sur un objectif de 2 à 3 ans, par exemple, si j'ai un projet, je ne sais pas, de changer de voiture ou peu importe, des vacances en famille et autres pour lesquelles je mets chaque mois de côté, dans ce cas-là, ta tolérance au risque est beaucoup plus faible.
parce que l'échéance est beaucoup plus proche. Donc cette notion de sécuriser, risquer, déjà, elle est propre, et elle dépend surtout de l'horizon de temps sur lequel tu souhaites investir. Et ça, c'est très important, parce que même dans la réglementation, si tu veux, bancaire et d'investissement, on se doit de mettre des choses du type tout investissement comporte des risques. Très bien. Mais en fait, il faut, je pense, aller plus loin, parce qu'il y a encore cet ancrage dans la tête des gens de dire « Oh, acheter des actions, oh, c'est la bourse, c'est risqué, c'est du casino. » Oui, mais non. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu achètes une action, donc tu t'achètes une part d'une entreprise, elle fait faillite, tu as perdu tout ton investissement. Si tu achètes une part des 1600 plus grosses boîtes du monde, la probabilité que tu perdes l'intégralité de ton investissement, que les 1600 plus grosses boîtes du monde fassent faillite, elle est beaucoup plus faible qu'une seule société. Donc tu vois, la quantification du risque est complètement différente. Alors, donc, toi, tu fais ta carrière dans ce monde de la finance, tu apprends tout ce que tu viens de nous expliquer. Qu'est-ce que tu as appris d'autre, j'allais dire, d'un point de vue, toi, personnellement, sur le management, sur ta carrière, tu arrives de ton Pas-de-Calais, de Lille, tu tombes dans une des boutiques les plus prestigieuses dans le secteur financier en France. Mais tu as fait quoi? Tu as rencontré des patrons qui t'ont vachement inspiré, qui t'ont apporté des trucs, qui t'ont donné des informations sur les postures, ou en tout cas, qui t'ont donné des éléments d'enseignement forts? Il y a déjà un truc très important. Le premier truc que j'ai appris, c'est que plus tu es riche, plus tu es riche. L'argent appelle l'argent. Oui. Ouais. Parce que, justement, ton argent est investi, il te ramène des petits, ces petits-là te ramènent encore des petits, et ainsi de suite. Et ce que j'ai appris surtout, c'est qu'il y a un gâchis énorme. De toute façon, d'une manière générale, il y a plein de gâchis un peu partout, que ce soit dans les entreprises, dans l'administration, voire même dans les banques. Tout ce que je sais, c'est que d'un point de vue collectif, on ne va pas dans le bon sens, parce que tout le système, bancaire notamment, a été fait pour orienter l'épargne des gens vers des produits qui sont sans risque, qui sont gérés soit par les banques, soit par l'administration. C'est une spécificité très française d'avoir ce qu'on appelle les livrets réglementés. Le livret A, le LEP, le LDDS et ainsi de suite, qui sont au final gérés par une institution publique qui est la Caisse des dépôts et consignations. Pour une bonne raison d'ailleurs, le système fonctionne plutôt très bien. Je ne sais pas si tu connais les détails du fonctionnement du livret A, mais toi, tu ouvres un livret A dans ta banque, tu déposes de l'argent dessus, tu as un plafond, tu reçois un intérêt qui est aligné sensiblement avec l'inflation, dans la réalité pas énormément, parce que le taux est réévalué que 2 fois par an. Or, l'inflation bouge quand même beaucoup plus que ça. Tu regardes l'inflation en France sur le mois de janvier, on est en dessous de 1%, là on est à plus de 2,20. Ouais, on va passer à 3. Là. On va passer à 3. Tu vois, et le taux du livret, c'est le même depuis plus de 6 mois. Donc c'est un peu désaligné. Mais, donc les banques récupèrent ton argent. Une partie de cet argent-là, environ 60%, est envoyée à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations fait des crédits, généralement sur des durées très très longues, auprès des bailleurs sociaux, auprès des collectivités locales, pour financer la création de logements sociaux. Okay. Et ça fonctionne très bien. Généralement, le taux d'intérêt de ce crédit est équivalent au taux d'intérêt du livret. Et donc, les collectivités et les bailleurs sociaux utilisent l'argent pour créer des logements et ensuite remboursent les intérêts avec les loyers de ces logements. Et donc, les loyers payent les intérêts à la Caisse des dépôts, la Caisse des dépôts paye les intérêts à la banque paye les intérêts sur les comptes des clients. Et ce système-là fonctionne plutôt pas mal. Mais la réalité, c'est que si toi, en tant que personne, tu mets 80% de ton argent sur des livrets qui sont réglementés, sur des livrets qui sont peu rémunérateurs, eh ben, tu vas en fait avoir une énorme perte d'opportunités sur tes projets long terme, notamment le plus gros sujet en ce moment d'un point de vue de débat public, qui est le sujet de la retraite. Parce que le système actuel, et je ne sais pas si tu as envie de dériver sur ce sujet-là immédiatement, mais en tout cas, le système est sur un bout de souffle incroyable, et c'est pas faute d'avoir alarmé le truc, de tous bords politiques d'ailleurs.
Tu as même Michel Rocard qui faisait un livre blanc là-dessus en 1991 pour alerter sur l'énormité, le mur immense qui se présente devant nous sur le sujet des retraites. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour comprendre que le système ne fonctionne plus, que c'est un système adapté après-guerre, mais que ce n'est pas un système adapté actuellement, notamment face à la démographie qu'on a actuellement en France. C'était un problème qui était facilement anticipable, mais qu'aucun politique n'a osé attaquer frontalement jusqu'à maintenant. Même Mitterrand, d'ailleurs, là, il ressort des Ouais, archives de l'INA où il disait, au moment où il a baissé l'âge de la retraite de 65 à 60 ans, où il a dit, bon, ça tiendra, mais en fait, dans les années à partir de 2000, il va falloir sérieusement revenir sur ce que je viens de dire et ce que je viens de faire, mais je laisse ça à mes successeurs. Voilà. Donc, bon, c'était un petit peu la pichenette du François Mitterrand, manipulateur qu'on connaissait, mais en attendant, même lui qui avait accordé cet avantage social, savait déjà que ce n'était pas financé et savait que les suivants allaient devoir redresser la barre. Sauf que... il n'y en a aucun qui l'a fait. Voilà. Enfin, récemment, il y a quand même eu des tentatives, mais ça n'a pas été très populaire. Oui, parce qu'on est arrivé dans un mode où, en fait, ce sujet-là prend tellement une part importante de nos vies que le fait d'y toucher te rend très impopulaire. Et c'est très, très compliqué. Et moi, la leçon que je tire de tout ça, c'est que il faut te débrouiller par toi-même. Parce qu'il y a un moment, le système va, ce qu'on appelle, collapser. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que ça fait partie d'ailleurs des choses qu'on dit beaucoup, nous, aux forces françaises de l'industrie. Parce qu'on aime bien les trucs un peu impopulaires. Ça fait jaser sur les réseaux sociaux. Donc on n'hésite pas. L'un des points, c'est qu'il y a un paradoxe, en fait, dans la tête des Français. Il y en a plein. Mais il y en a notamment un qui consiste à faire que le citoyen français qui vote continue à se bercer d'illusions en disant « Non, je veux une retraite le plus tôt possible, et la plus longue possible et la mieux rémunérée possible. » Et à côté de ça, le citoyen, enfin j'allais dire le travailleur et le gérant de famille, le gestionnaire de son, j'allais dire, qui se projette dans l'avenir et qui se dit il va quand même falloir que j'ai des revenus, c'est très bien que ça ne va pas marcher. Du coup, il épargne énormément. Oui, on a l'un des plus gros taux d'épargne d'Europe. Et ça, quand tu poses la question à tous les spécialistes du secteur, ils te disent l'une des raisons de la surcompensation, enfin, j'allais dire, de la surépargne des Français, c'est la peur. C'est qu'on a la trouille en se disant oh là là, en fait, moi, citoyen, quand je vote, je mets en danger mes revenus parce qu'en fait, je vote pour une chimère, ça n'arrivera pas. Et donc, on est en train d'accumuler une dette qui va faire que je ne toucherai pas la retraite que j'espère. Donc, il faut que je m'y prépare. Tu sais, c'est même encore plus nuancé que ça. Alors, le paradoxe est énorme. Tu ne peux en effet pas voter en même temps pour continuer sur ce système de retraite ou avoir une retraite plus tôt et en même temps te plaindre que les urgences soient saturées dans les hôpitaux, que l'éducation, la qualité de l'éducation fournie à nos enfants soit dégradée par rapport à il y a quelques années. Parce qu'en fait, tous ces sujets-là sont liés. Si tu veux. Alors, explique-nous comment. Ben en fait, la retraite, le sujet du financement des retraites, c'est le premier poste de dépense de l'État. Donc, dans l'absolu, tu as des gens qui travaillent. Sur ces travailleurs, on prend tous les mois, sur leur fiche de salaire, une part, et on prend aussi sur la part de l'employeur un certain montant qui sert à financer la retraite des retraités qui sont actuellement en retraite. Oui. D'accord ? Ça, c'est dans l'absolu comment le système fonctionne. Il est déjà à perte ce système et depuis très longtemps. C'est-à-dire que actuellement, les travailleurs financent à peine 60% de ce que les retraites coûtent. Donc le reste, c'est de la dette. Pas que. Le reste, c'est en partie de la dette. D'ailleurs, depuis 2017, c'est 500 milliards d'euros. Donc la moitié de la dette créée depuis 2017 est pour financer des retraites. Donc ça veut dire qu'on a emprunté à d'autres pays 500 milliards d'euros, pas pour construire des usines qui vont donner du travail aux gens, pas pour investir dans la recherche pour résoudre des problèmes, non, pour payer de la retraite qui est consommée immédiatement.
c'est pas du tout de l'investissement. Donc, c'est comme si, en fait, tu te faisais un crédit conso pour financer tes restos. C'est un non-sens, si tu veux, économique. Donc ça représente en effet une partie. Et ensuite, c'est les reports d'impôts. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller prendre dans le budget de la Sécu, on va aller prendre dans le budget de l'éducation nationale, dans le budget des armées, dans le budget, dans tous les budgets de tous les ministères pour financer les retraites. Ouais, jusqu'à 25%. Hein. Mais c'est énorme, si tu veux. Donc en fait, Et ça, c'est d'ailleurs financé par la dette aussi, puisque comme l'État est en déficit. je veux dire, au final, il n'y a pas... il n'y a pas d'argent public, il n'y a que de l'argent du contribuable. Et la dette aussi, c'est de l'argent du contribuable parce que c'est les enfants qui devront les payer. Si tu veux, on ne crée pas de la magie. Donc ce système-là, déjà, n'est plus financé correctement. Les chiffres, en plus, sont complètement sous-évalués par les différents comités. Et d'ailleurs, les vrais chiffres vont sortir prochainement. Le ministre chargé des comptes publics, David Amiel, a tweeté récemment là-dessus, je ne sais pas si tu as vu. Non. Donc il va communiquer les vrais chiffres sur la retraite, apparemment. Donc, alors tu n'as pas une petite info nous, on les a déjà communiqués avec Trade Republic, notamment sur les réseaux sociaux. Vas-y. Sur le déficit qui est annoncé par le corps de 30 milliards, au final, c'est plutôt 80 milliards par an. Donc ça, c'est très important que les gens comprennent, parce que autre paradoxe, on a beaucoup de Français qui reprochent au gouvernement actuel, enfin aux différents gouvernements qui ont été au pouvoir depuis le début de l'ère Macron, en disant vous avez créé plus de 1000 milliards de dettes en plus. Et c'est les mêmes personnes qui en même temps sont descendues dans la rue pour défendre une retraite à 62 ans. Oubliant que c'est probablement, c'est pas probablement, il y a presque 50% de ces 1000 milliards qui sont dus au déficit des retraites. Mais ça, je pense que les gens qui manifestent ne l'oublient pas. Je pense simplement qu'ils ne sont pas informés, si tu veux. Et c'est pareil, c'est pas de la faute des retraités si la situation en est là. Les retraités n'ont rien demandé, si tu veux. Ils ont fait comme tout le monde. Ils ont voté. Ils ont voté, mais ils ont aussi travaillé toute leur carrière et on leur a dit travaillez autant d'années et vous aurez votre retraite. Mais ça, on savait quand même. Là, je ne suis pas complètement d'accord parce que, regarde. La responsabilité du vote, elle est collective. Bien sûr, mais. Elle n'est pas individuelle. Je suis d'accord avec toi. Moi, quand j'étais en seconde, ça date, puisque je suis un peu plus vieux que toi, on disait, c'était sous Mitterrand d'ailleurs, sous celui qui a baissé l'âge des retraites, sachant pertinemment que ça poserait un problème. La démographie, ça fait partie des rares choses qu'on anticipe. Voilà, qu'on peut anticiper largement. On anticipe à fond, exactement. Des décennies d'avance. Donc on le savait. On le savait. Tu as eu énormément de partis. D'ailleurs, Jacques Chirac avait perdu certaines élections en essayant de jouer la transparence, en disant voilà, il faut quand même un peu de sérieux, etc. Et comme il s'est pris une tôle, entre ça, l'impôt sur la fortune et tout un tas de choses, il a dit je le dirai plus parce que les Français ne sont pas capables d'entendre ce genre de message. Mais ce message, je le garantis, tu lisais les grands journaux de l'époque, tu regardais la télé, tu écoutais les économistes, tu savais qu'il y allait avoir un problème. François Fillon, Premier ministre, il disait déjà je gouverne un pays en faillite. Donc on ne peut pas dire que, alors même si effectivement on n'a pas expliqué le détail, si probablement on a manqué de communication, mais imaginez que l'information n'était pas dans le débat public, c'est pas vrai. Et ensuite, on a tous voté collectivement. Hein. Moi, j'ai toujours voté contre, mais je me mets dedans quand même. Pour un système qui est celui-ci. Donc moi je suis un peu plus sévère que toi avec les Français, je ne dis pas que les retraités, parce qu'on dit ouais les pauvres jeunes, les jeunes c'est normal qu'ils soient en rupture de banc par rapport aux boomers, parce que tu interroges les jeunes, mais ils pensent exactement pareil. Alors, ils votent pareil d'ailleurs. Hein. Pas complètement, mais ils votent pour des partis qui disent... La différence entre les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes d'il y a 50 ans, c'est le taux de prélèvement obligatoire aussi. Vas-y. Parce que quand tu étais dans les années 70, que tu recevais ta fiche de paye, ton net était beaucoup plus proche de ton brut que maintenant. Oui. Il n'y avait pas la CSG, il n'y avait pas la CRDS, il n'y avait pas tous ces dispositifs, au final, qu'on t'impose à coup de on revalorise de 1 point,
on revalorise de 2 points tous les ans et qui au final fait que, après des décennies de mini-réformes, pansements, tu te retrouves avec le pays qui a le plus haut taux de prélèvements sociaux au monde et qui en même temps a un niveau de dette incroyable dont les citoyens sont les plus mécontents. Si tu veux, on arrive à un paradoxe où tu tires le ballon dans tous les sens, quoi. Et donc, il y a un moment, il faut retourner la table. Et le sujet de la retraite, le problème, c'est pas tant de changer le système, parce que la retraite par capitalisation, ça fonctionne très bien. Il y a des milliers d'exemples. Tiens, d'ailleurs, tu veux un lien avec l'actualité ? Vas-y. Il t'a pas échappé qu'il y a la plus grosse IPO, donc introduction en bourse de l'histoire, qui est en cours, notamment cette semaine, donc semaine où on tourne ce podcast. Chez notre ami Elon. Au moment de cette introduction en bourse, il y a des investisseurs historiques du coup qui vont engranger un gain. Parmi les investisseurs historiques dans SpaceX, tu as le fonds de pension des retraites de l'Ontario qui va empocher un peu plus de 11 ou 12 milliards d'euros en ayant investi l'argent de ses pensionnaires dans des placements. Et donc, le sujet de la retraite par capitalisation, pour moi, ce n'est pas un débat. Pour moi, c'est clair que l'argent qu'on te ponctionne tous les mois quand tu travailles ne doit pas être immédiatement dépensé pour quelque chose, mais elle doit travailler jusqu'au moment où toi, tu seras en retraite. Sincèrement, il n'y a pas de débat là-dessus. Pour moi, le débat, il est sur comment on fait cette transition. Alors, je te coupe une seconde là. Tu l'as dit tout à l'heure, mais je pense que c'est intéressant de le répéter. Aujourd'hui, quand tu dis qu'il ne doit pas être immédiatement dépensé, le système par répartition, c'est je cotise pas pour moi. Et ça, c'est la grande erreur des gens qui disent « Ouais, mais attendez, moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai cotisé pour ma retraite. J'ai cotisé, donc je mérite. » Ben non, tu n'as pas cotisé pour ta retraite, tu as cotisé pour la retraite des gens qui étaient à la retraite au moment où tu travaillais. Exactement. Voilà. Ce qui t'a ouvert un droit à avoir la retraite. Voilà, exactement. Et aujourd'hui... L'art de complexifier les choses. Exactement, encore. À la française. Donc, tout à fait. Donc, c'est des gens qui pensent qu'ils ont capitalisé, tout en ayant voté contre toutes les réformes de capitalisation, parce que les Français étaient contre. Donc, tout en étant contre, ils ont cru qu'ils avaient quand même accumulé des droits qui allaient leur donner, qui touchent le fruit de leur travail, mais pas du tout. Donc, en fait, ils ont voté pour ce qui les effraie aujourd'hui. Bon, et pour le malheur qui va faire ça. Et donc, toi, ce que tu dis, c'est que, au lieu de faire ça, si on prend une partie, parce qu'on sera quand même obligé d'avoir de la répartition, vu qu'il y en a qui n'ont pas capitalisé. Bon. Donc, mais si on rajoute... c'est autre chose. Ça, c'est un sujet de solidarité. C'est un sujet de société. Voilà. Mais même aux États-Unis, tu parlais des États-Unis, les gens ne se rendent pas compte, parce que tout le monde parle des États-Unis sans connaître. Mais tu as à peu près plus de 50% des retraites, c'est de la répartition. Bien sûr. La capitalisation, je crois que c'est une quarantaine de pourcents. Mais tu as tout le monde, en fait, alors ce sont des petites retraites, mais je crois qu'il y a entre 1 000 et 2 000 $ par mois, en fonction de ce que tu as cotisé, qui est apporté par... C'est sensiblement le même système qu'en Hollande aussi, voilà. Où ils ont une partie de capitalisation depuis maintenant 15-20 ans. Voilà. Mais là, ce que tu expliques, c'est qu'à la différence du transfert immédiat, c'est-à-dire moi, je vais payer pour... actuellement les retraités, et ça sort de mon compte, c'est perçu par la Sécu, c'est tout de suite redonné en pension, et bien là, toi, ça compte de transit, et on investit pendant 30 ans. Quoi. Et tu fais un pilier, tu peux en fait, tout le sujet, c'est comment tu fais la bascule. Ouais. Parce que si tu fais on-off, donc tu mets off d'un côté, tu fais on de l'autre, tu te retrouves avec une génération sacrifiée. Une génération entière qui a cotisé toute sa vie, qui se retrouve au moment de la retraite avec rien, parce qu'elle n'a pas capitalisé sur sa retraite. Donc tout le sujet maintenant, c'est comment on arrive à faire cette transition-là. Et donc, tant qu'il n'y a pas politiquement quelqu'un qui ose renverser la table, mettre le débat d'une manière très sérieuse et réussir à faire voter ça, tu te retrouves dans une situation où tu continues ton lent déclin vers le mur, où tu augmentes ta dette, tu augmentes les prélèvements, tu baisses le pouvoir d'achat de tout le monde, les gens épargnent plus, ils consomment moins, ce qui économiquement te fait tout descendre. Et en fait, tu restes dans ce cercle vicieux plutôt que de te retrouver dans un cercle vertueux. Tant qu'il n'y a pas ça, la solution pour les gens, c'est en partie de se préparer par eux-mêmes. Donc ils épargnent. C'est exactement comme quand tu as le crash de l'avion et que tu commences à te mettre en avant avec tes bras sur la tête. Là, tu dois faire pareil, mais avec ton argent. Et donc,
il faut individuellement se mettre à épargner et à investir, suivant ton âge. Si tu as déjà 60 ans, il ne faut pas te mettre à investir. Par contre, si tu viens de démarrer, tu as 25 ans, c'est indispensable de te mettre à investir. Parce que sinon, tu vas te retrouver au moment de la retraite, probablement, avec une retraite qui sera 50% de moins élevée que ce que tu gagnais quand tu travaillais. Si tu n'as pas eu la chance d'être propriétaire, donc si tu n'as pas réussi à acheter ta résidence principale durant ta carrière, eh ben, tu te retrouves directement avec 50% de pouvoir d'achat en moins. Ce qui n'est pas le cas si tu avais acheté ta résidence principale, parce que du coup, tu peux considérer qu'à la retraite, ton crédit est fini d'être remboursé et que tu as cette charge-là en moins. Mais voilà, il faut sortir du cercle vicieux collectif d'une cotisation maximale, d'une mauvaise gestion et du coup d'une économie en déclin. Pour rebasculer vers... Et ça, c'est un point de vue plus personnel pour le coup, mais je pense en effet qu'il y a trop de complexité, que l'État gère un peu trop de choses pour nous et qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Tu vois, si tu veux faire un parallèle, on a les fonctionnaires quasiment les moins bien payés d'Europe, mais ceux qui coûtent le plus cher. Tu vois, quand tu as un salarié du privé, tu as ton brut, ton net, et il y a ton super brut. Le super brut, la différence entre ton super brut et ton brut, c'est la part employeur. Ouais, c'est-à-dire la part que les employeurs payent. Exactement. Directement et que l'employé ne voit jamais, mais c'est payé à l'État. Ça représente à peu près, la partie retraite représente à peu près 28% du total. Pour les fonctionnaires, c'est quasi 100%. C'est-à-dire, c'est le double du salaire? Oui. D'accord. Parce qu'il n'y a aucune capitalisation sur les fonctionnaires. Ils n'ont pas les caisses de retraite complémentaires comme on peut avoir dans le privé sur l'Agir, l'Arco et ainsi de suite. Et donc, on se retrouve dans une situation où ton fonctionnaire, il est assez peu motivé parce qu'il a un salaire pas très élevé et en même temps, il coûte ultra cher à la communauté. Et tout ça, en fait, au final, cette part-là vient financer la retraite des fonctionnaires qui sont actuellement en retraite. Et tu as des stats là, qui sortent en ce moment sur le budget de l'éducation nationale, où il y a à peu près 20% du budget de l'éducation nationale qui ne sert pas à éduquer les enfants. Oui, ça part en retraite. Ça part en retraite. Ouais. Même chose dans l'armée, même chose dans pas mal de ministères. C'est pas que ça part en retraite, c'est que ce sont des surcotisations, c'est-à-dire qu'il y a Exactement. déjà le salaire normal avec les cotisations sociales normales qui sont payées, et au-delà de ça, tu prends 20% du budget de l'éducation nationale et ça part en retraite. Mais pour combler le déficit de la retraite des fonctionnaires. Et au-delà du sujet, tu vois, juste uniquement retraite, c'est la conséquence de tout ça, c'est que tu te retrouves avec des gouvernements et un État qui se retrouvent avec les mains liées, avec très peu de pouvoir d'action, quand il y a un événement mondial, macroéconomique, important. Tu vois, là, ce qui est en train de se passer sur le prix du pétrole, en fait, l'État, tu peux dire l'État baisser les taxes pour supporter le pouvoir d'achat. Tu ne peux pas. C'est tellement serré d'un point de vue budget, on est au max de la dette qu'on peut faire. Là, en plus, l'inflation remonte, comme les retraites sont indexées sur l'inflation, comme le chômage est indexé sur l'inflation, tous les budgets augmentent mécaniquement. L'État se retrouve avec les mains liées. C'est-à-dire qu'il ne peut plus, il n'y a plus de marge de manœuvre pour dire ah tiens, là, on peut faire quelque chose. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, ils sont obligés de couper des trucs autre part. Ce qui rend les discussions beaucoup plus longues, ce qui rend la capacité d'action beaucoup plus lente. Et c'est un problème, pour moi, qui n'est pas seulement un problème d'administration, ça devient un problème collectif parce que ça impacte l'ensemble des gens. Donc je reviens sur ce que tu disais, quand je te posais la question, c'est quoi le plus grand enseignement que tu as tiré de toutes ces années de pratique de la finance? C'est de dire, on prend l'argent des Français, des épargnants, des cotisants, et on le flèche finalement vers des investissements ou de l'épargne, enfin en tout cas un certain nombre de véhicules et d'actions qui rapportent peu, et c'est pas optimisé. Bon. Le produit préféré des Français qui est l'assurance vie. Ouais. Il y a à peu près la moitié des encours de l'assurance vie qui sont sur le fonds en euros. C'est quoi le fonds en euros? C'est de la dette française, en partie. Le fonds en euros, qui est du coup géré par les assureurs, est en partie utilisé pour acheter de la dette française qui vient financer les retraites des autres. Donc en fait, tout le monde, au-delà de de tes cotisations sur ton propre travail, dans ton épargne,
Si tu la places là-bas, tu viens financer le système qui ne fonctionne pas. Alors que tu pourrais utiliser cet argent pour le mettre sur les marchés financiers. Ça aussi, c'est un autre... Bon, il y en a plein, hein, comme je disais tout à l'heure, mais enfin, c'est un autre paradoxe français. On a quand même beaucoup de Français qui disent « Ouais, les actionnaires, c'est la belle vie pour eux, ils ont des rentes à vie, c'est scandaleux les bénéfices des grandes boîtes du CAC 40. » Enfin, ces bénéfices sont redistribués sous forme de dividendes. Bon, ces dividendes sont perçus par les actionnaires. Dividendes, c'est après fiscalité. Hein. Et après fiscalité. Donc ça veut dire que les actionnaires touchent cet argent. Donc si c'est si simple, pourquoi est-ce qu'au lieu d'avoir de l'argent à 0, quelque chose pour cent, ou à 2%, soyons fous, pourquoi est-ce que les mêmes gens qui râlent ne mettent pas leur argent pour toucher les dividendes? Et pourquoi est-ce que collectivement, on n'a pas des fonds de pension qui vont investir dans ces sociétés-là pour toucher les dividendes? Si c'est si automatique. C'est ce que font les caisses de retraite complémentaires en partie. Hein. Voilà. Les caisses de retraite complémentaires investissent dans les entreprises. Et ça fonctionne. Et c'est les seuls qui sont avec des résultats excédentaires. Voilà. Et donc ça, les Français, là aussi, on est très paradoxaux. C'est-à-dire, on dit c'est pas normal, c'est amoral, c'est machin, ces trucs. Et après, moi, je vais pas le faire. Et je veux pas que l'État le fasse. Parce que c'est amoral, bilan, c'est finalement des fonds de pension étrangers qui vont capter cette richesse. Ouais. Et donc nous, pour des raisons de posture morale, on s'interdit ça, tout en disant il faut réindustrialiser, il faut qu'on ait plus d'entreprises, il faut que machin, mais bon, d'un autre côté, on n'a pas les moyens. Quoi. La faiblesse dans ce raisonnement, il est aussi qu'il faut prendre la composante internationale. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est, au final, j'ai envie de te dire, mondialisé. Donc, nos concurrents, donc nos industries, nos entreprises qui sont fortes dans certains domaines, tu vois, tu regardes LVMH sur le luxe, tu regardes Total Energy sur l'énergie, elles sont aussi en compétition avec les mêmes acteurs des autres pays. Et si localement, donc nationalement, tu crées des contraintes supplémentaires, des faiblesses supplémentaires qui ne sont pas équivalentes à ce qui est créé chez les concurrents, et ben au final, tu donnes un avantage compétitif à d'autres pays contre la France. Et ça, toi, tu le constates que finalement, les gens constatant tous les problèmes qu'on vient de lister, ils ne sont pas très optimistes sur leur avenir, non, donc ils se prennent en main, et ça, toi, tu le constates. Il y a un phénomène incroyable qui est en train de se passer en France. Notamment. Mais même d'une manière générale, il y a l'autorité des marchés financiers, donc qui est le gendarme des sociétés d'investissement, qui publie des rapports trimestriels sur le nombre d'investisseurs particuliers. C'est en hausse permanente, et je veux dire une hausse qui est... On parle de doublement, triplement sur 3-4 ans de nombre d'investisseurs individuels, notamment grâce au phénomène des ETF, qui a simplifié l'accès au marché boursier. Et ensuite, on a une deuxième qui était le fait de pouvoir le faire facilement. Et là, des acteurs comme Trade Republic qui sont arrivés sur le marché avec des produits suffisamment simples pour que tu n'aies pas besoin d'un doctorat en investissement pour acheter une action ou un ETF. Et donc, la combinaison de ces deux phénomènes a fait que le nombre d'investisseurs particuliers qui n'utilisent pas un conseiller, qui n'utilisent pas une gestion déléguée à leur banque pour leurs investissements a doublé, triplé. Et c'est une très bonne nouvelle. Parce que, et ça double, triple à partir d'un tout petit nombre où ça commence à faire du... On parle en millions de Français maintenant. D'accord, donc c'est des millions de nos compatriotes qui se prennent en main là-dessus sur l'investissement et sur l'épargne. Et notamment les jeunes. Donc tu peux avoir cette idée qu'au final, les jeunes, ils sont un peu en mode YOLO. Tu connais cette expression. Mais c'est bien si tu le rappelles pour les gens qui nous écoutent. You only live once. Donc c'est en gros, je vois du mois au mois et l'avenir, on s'en fout un peu. L'important, c'est de profiter. Et ben, en fait, la réalité, en tout cas la réalité de ce que je vois chez moi, quand je dis chez moi, c'est chez Trade Republic, elle est tout autre. J'ai interrogé mes clients, donc on peut faire des études sur un panel de clients. Les 18-25, quand tu leur demandes pourquoi ils investissent, ils te répondent la retraite. Déjà. Ils sont déjà vieux, on est foutus. Mais non, c'est surtout qu'ils ont compris que plus tu démarres tôt, plus c'est facile. Ouais.
Tu sais, au début, je t'ai expliqué que plus tu es riche, parce que ton argent fait des petits, qui eux-mêmes vont faire des petits, et ainsi de suite. Et en fait, ce phénomène-là, qu'on appelle le phénomène des intérêts composés, fait que l'important, c'est plus du tout le montant d'épargne que tu vas mettre qui a un poids fort dans la performance, c'est le moment où tu démarres. Et donc, ça sera toujours plus simple pour un jeune de démarrer avec 50 balles par mois que toi, à 40 ans, de démarrer avec 300 € par mois. Et donc, ça, les jeunes ont commencé à le comprendre. Il y a une sorte de mouvement, si tu veux. On ne parle pas de mouvement type les mouvements FIRE ou autres, mais on parle vraiment de mouvement de « j'ai une petite défiance dans le système d'une manière générale ». La vérité aussi, c'est que le climat social et sociétal qu'on a actuellement, il est quand même très angoissant. Ouais. Et en fait, quand c'est comme ça, bah, tu as une partie de la population qui a comme mouvement de protection l'action. Tu as une autre partie qui est comme mouvement de protection l'inaction. Mais celle qui a comme mouvement de protection l'action, bah, en fait, prend le sujet en main. Quand je t'écoute, tu nous expliques que le choix de ces jeunes qui se prennent en main, il est un peu défensif. C'est-à-dire qu'ils constatent qu'il y a tout ce système un peu angoissant que tu as très bien décrit, et que donc ils décident de se prendre en main. Est-ce que tu sens qu'il y a d'autres motivations? C'est-à-dire, il y a notamment eu tous les phénomènes de ces gens qui disent moi, tant que je suis jeune, j'ai pas de charge, je peux faire des économies de façon assez massive, et donc je vais me créer un patrimoine qui va tout de suite travailler pour moi, quitte à me permettre de m'arrêter de travailler beaucoup plus tôt parce que j'ai des rendements. Il y en a d'autres qui vont avoir des projets qui épargnent, voire même des projets entrepreneuriaux. Enfin, est-ce qu'il n'y a que des gens sur le défensif? Enfin, c'est quoi ton avis là-dessus? Il y a plein de stratégies différentes. En effet, tu as un certain nombre de personnes, donc c'est très niche quand même, mais tu as un certain nombre de communautés qui vont en effet avoir une stratégie de j'épargne un maximum, je mets un maximum de côté pour me créer un capital le plus gros possible pour ensuite vivre de la rente de ce capital quand j'en aurai envie. Tu as ceux qui aussi, et ça c'est la majorité des gens, se disent mais en fait je veux juste être plus malin. Je veux arrêter de me faire enfler sur les frais bancaires, je veux arrêter de me faire enfler sur les frais qu'on me prend sur mon épargne, et je veux optimiser tout ça. Les frais bancaires, c'est 90 milliards d'euros par an. T'imagines 90 milliards d'euros? Et en fait, il y a un mouvement complet de se dire, moi, la relation avec ma banque, aller voir mon conseiller pour qu'il me montre des trucs, ça va 5 minutes en fait. Je préfère faire par moi-même, donc je n'ai pas besoin de mon conseiller. Tant que je peux tout faire tout seul ou appeler quelqu'un au téléphone quand j'ai un problème, ça me va très bien. Donc d'ailleurs, tout le marché bancaire a évolué dans ce sens. Maintenant, il y a à peu près la moitié des ouvertures de comptes en France qui sont captées par des banques en ligne. La moitié. La moitié. Ah ouais, oui, on comprend pourquoi les banques classiques ferment des agences, quoi. Alors déjà, oui, alors ça c'est en partie, mais tu as aussi le fait que la relation usager et banque a aussi évolué. L'usage du digital a évolué. Bien sûr. Pour moi, le dernier gros levier que les banques traditionnelles ont par rapport aux banques en ligne ou aux néobanques, c'est la possibilité de faire du crédit immobilier. Mais de toute façon, d'une manière générale, sur le marché bancaire, déjà, tu as cette spécificité du marché français avec l'assurance vie, avec une multitude de produits. Le marché français est le plus complexe d'Europe, d'un point de vue produits bancaires et d'épargne. Les multitudes de livrets réglementés, de livrets non réglementés. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'optimisation. Et en fait, l'optimisation, le fait d'arrêter le gâchis, d'arrêter les frais bancaires, c'est en ça que nous, on réfléchit à lancer des produits. L'argent qu'il y a sur le compte courant, on le place à la Banque Centrale Européenne tous les soirs, ce que font toutes les banques, parce qu'elles sont obligées de le faire. La Banque Centrale nous rémunère, et nous, en fait, on part du principe que, étant donné que c'est l'argent de nos clients, ça doit être les intérêts de nos clients. Donc, on redonne ces intérêts-là. Et derrière, en fait, on a plein d'autres petites astuces, type quand tu payes avec ta carte, Trade Republic te donne 1% de tes dépenses en épargne. Et en fait, comment on finance ça? On finance ça parce que nous, on reçoit de l'argent du réseau bancaire. Tu sais, quand tu achètes une baguette de pain, en fait, c'est ton boulanger qui paye les frais bancaires via son terminal.
donc il paye tes frais bancaires au réseau, et ensuite le distributeur de la carte, la banque qui a la carte, en perçoit une partie, et nous on choisit de redonner ça à nos clients. D'accord. Donc on a plein d'astuces comme ça, et en fait, du coup, on est en train d'essayer de créer une nouvelle tendance qui est que tu peux être un particulier, être dans une banque, mais que ta banque ne te coûte pas, mais elle te rapporte. Une banque qui ne se rémunère pas sur ses utilisateurs, mais qui se rémunère sur le système. Et en fait, c'est vraiment une nouvelle tendance, parce que jusqu'en 2000 à peu près, tu avais les banques traditionnelles, toutes celles qu'on connaît, qui ont pignon sur rue et ainsi de suite, qui avaient 100% du marché. Dans les années 2000, tu as eu cette première révolution avec les banques en ligne. Donc tu es arrivé d'un monde où ta banque te coûtait de l'argent, à peu près 200-250 euros par an pour avoir un compte bancaire, les frais de tenue de compte, frais de carte et ainsi de suite, à des banques qui sont devenues gratuites. Ouais, des banques très connues en France, des banques en ligne. Et en fait, là, on est en train d'essayer d'amorcer un virage où tu avais ta banque traditionnelle, ensuite tu es passé sur une banque en ligne qui était gratuite, vers une banque qui te rapporte de l'argent. D'accord. Et donc c'est tout le système d'optimisation de l'argent des gens. Et ça, vous faites-vous que les particuliers ou vous faites... Que les particuliers, ouais. Parce que le fond de notre mission, c'est d'aider les gens à combattre la crise des retraites. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur le débat actuel qui est en cours dans la société sur le système des retraites. Notre situation est quand même très critique. La majorité des pays européens sont sensiblement dans la même situation que nous. Hormis la Hollande, qui s'en sort plutôt pas mal parce qu'ils ont fait des réformes il y a une vingtaine d'années, les autres pays sont aussi dans une situation assez critique d'un point de vue du financement des retraites. Voire même pire en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils n'ont pas ce goût de la pierre comme on peut avoir en France. Et donc tu te retrouves avec une majorité des retraités qui ne sont pas propriétaires et qui du coup doivent déménager des villes pour se retrouver dans les campagnes parce que les loyers sont moins élevés. Donc voilà, si on peut donner un petit point positif, c'est qu'en France, ce petit goût de la pierre fait que tu te retrouves actuellement, en tout cas, avec des retraités qui ne sont pas pauvres d'une manière générale. D'accord. Ok. Nous, on a un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le fléchage de plus d'argent, d'où qu'il vienne, vers l'investissement productif. Alors, bien sûr industriel, mais pas que, entrepreneurial en général. Là, on a eu une séquence, je trouve, très intéressante à l'Assemblée nationale avec les auditions de gens comme Arthur Mensch et d'autres, qui est le patron de Mistral AI, et qui explique à quel point le secteur, on va dire, de l'investissement souverain, c'est-à-dire dans des entreprises qui ont une portée stratégique pour l'économie française, souffre du sous-investissement. Voilà. Pourtant, on a quand même un point important qui est la BPI en France. Alors, la BPI fait son job, mais c'est jusqu'à 25%, ce qui est déjà beaucoup. Ça manque de relais privés. Voilà. En fait, quand tu regardes, et ça, tout le monde le dit, je veux dire de la gauche, enfin, je sais pas s'il est encore de gauche maintenant, Montebourg, mais enfin, en tout cas, il l'a été, jusqu'à la droite. Disons que son passage entrepreneurial lui a radicalement changé sa vision. Alors, je dirais pas radicalement, mais il y a quand même eu des bonifications, c'est sûr. Mais tu vois, lui le dit très bien, Dufourcq le dit très bien, à droite on le dit aussi. Il y a de l'argent public, peut-être même trop. Ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, de l'argent qui est filé par l'État, les collectivités, l'argent du etc. contribuable. Voilà. Tu as des prêts bancaires, alors probablement pas assez, mais bon, il y a beaucoup de pays où c'est le cas. Ce qui manque, c'est l'argent de l'investissement, l'argent privé. Ouais, le capital risque, le capital investissement qui est complètement oublié en France, si tu veux. Ce n'est pas un produit de ce qu'on pourrait dire mass market. Ouais. Et notamment dans le non-coté, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des actions. Les actions cotées ou non cotées, ouais. Mais en fait, la réalité, c'est que le coté, en tant que particulier novice, t'offre des avantages que le non coté ne t'offre pas. Le fait notamment d'avoir une liquidité immédiate. Ouais, c'est-à-dire que tu peux vendre rapidement. Tu peux acheter et vendre dans la journée, si tu le souhaites, ce que tu ne fais pas dans le non coté. Mais le retour sur investissement du non coté est historiquement plus élevé
que le côté. Et donc, en fait, on est purement sur un sujet de manque d'éducation financière, d'une manière générale. Et je pense que, tu vois, on a déjà fait un pas énorme depuis 5 ans sur l'éducation financière, notamment sur le côté. Je pense que l'étape d'après, c'est le non-coté. Pour te donner un peu d'historique, aux Forces françaises de l'industrie, il y a un peu plus de 2 ans, on a eu les agréments AMF pour lancer un véhicule d'investissement sur la réindustrialisation et sur, on va dire, les secteurs souverains qu'on élargissait, notamment à la tech, à des choses comme l'alimentation, vraiment les secteurs souverains. On a eu un très bon écho, tout le monde en parlait, c'était formidable. Il y a eu un certain nombre. Alors, on avait ouvert un véhicule fiscal avec ce qu'on appelle du 150 BTR, c'est-à-dire c'était ouvert aux entrepreneurs qui avaient vendu. La clause de remploi. Exactement, qui avaient vendu leur entreprise ou des actions. C'est le premier vecteur de réinvestissement. Voilà. Mais en tout cas, c'était pas fait pour le grand public. Donc, on a eu pas mal de gens du grand public, comme on a une très bonne audience sur les réseaux sociaux, qui ont dit moi, je veux mettre, etc. Mais on n'était pas capable de le prendre parce que le ticket minimum était de 100 000 euros. Nous, on nous avait dit mais c'est très attendu par le secteur financier, c'est-à-dire les grands investisseurs institutionnels qui cherchent ce type de véhicule. Et donc, on a créé ça, nous, avec mes associés. Et là, tout le monde de la finance nous a regardé en disant c'est super ce que vous faites, les mecs, mais vous n'avez pas vous-même d'expérience dans des fonds d'investissement, machin truc, donc on n'est pas assez rassurés. Ils nous ont dit first team, first fund. C'est la première fois que vous travaillez ensemble sur un véhicule d'investissement et c'est le premier fonds d'investissement que vous créez. Donc ça, c'est les 2 trucs qui font que ça passe pas. C'est-à-dire que le monde bancaire, le monde de l'investissement, on va dire traditionnel, se méfie de ça. Alors qu'on avait j'allais dire, des déclarations de beaucoup de gens qui nous suivaient sur les médias sociaux qui disaient moi je veux bien. Bon, par contre, c'était des investissements de quelques milliers d'euros qu'on n'était pas capable de prendre. Et donc, on a été confronté à cette situation qui était de dire même quand il y a un engouement, c'est quand même compliqué de créer des véhicules comme ça. Bah, tu as des complexités, de réglementaire, déjà de structuration, de prospectus et ainsi de suite. Et après, tu as des complexités de distribution. Complètement. Et tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience des banques assurances parce que tu vois, légalement, maintenant, les assurances-vie sont obligées de proposer au moins un fonds de non-coté dans la location. Oui, c'est avec Tibi, ça. Exactement. Je pense aussi que ça passe par la formation des gens qui vendent des produits financiers. Ça passe aussi probablement par le mode de rémunération qui peut être offert dans ce type de structure. Je pense que ce marché-là, d'une manière générale, n'est pas encore suffisamment structuré sur tous les échelons. Maintenant, il y a plein, moi j'en vois plein des projets de start-up fintech pour aller démocratiser l'accès au private equity pour les particuliers, donc vraiment massifier le fait de, j'investis dans une société qui est à 20 bornes de chez moi. Ah oui, j'ai investi dans un fonds qui va investir dans 40 sociétés qui sont dans mon département. Et ça, je trouve que c'est en effet une très bonne idée. Et en plus, en fait, tu as tout à gagner au succès de tout ce tissu local, qui soit industriel, qui soit serviciel. Tu as tout à y gagner, même dans ton environnement de vie, si tu veux. Un territoire qui économiquement se porte mieux, c'est un territoire où ta pression fiscale aussi peut être, en tout cas locale, peut être affaiblie. Tu vois. Donc, oui, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre en termes de, exactement, mais de cercle vertueux du truc. Sûr. Tout se porte mieux, il y a moins de chômage, du coup il y a moins besoin de cotisation, il y a moins de cotisation, il y a moins d'impôts, il y a plus de consommation. Il y a plus de consommation, ça veut dire qu'on peut entretenir le club de foot, on peut aller au théâtre, on peut faire des choses, ça fait revenir de l'activité en centre-ville. Ça. Exactement. Bon, Vincent, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Si tu n'as pas d'autres sujets, est-ce que tu veux, peut-être je te laisse le mot de la fin une conclusion ou quelque chose comme ça? La conclusion, c'est que quand ça va mal, il faut se prendre en main par soi-même parce qu'il n'y a personne qui va nous tendre la main. Le message général, c'est prenez des risques. Et si vous n'avez pas trop envie de prendre des risques, le premier truc qui n'est pas risqué, le premier truc à faire, c'est de se renseigner, de se former. Donc faites le bilan, regardez ce que vous dépensez, regardez comment vous pouvez optimiser. Et puis tout ce que vous pourrez avoir en plus, ça sera que du bonus.
Et ce bonus-là, faites-le travailler pour vous. Bon, Vincent, c'était clair, concis, bravo. Et merci d'avoir participé à ce podcast. Merci pour l'invitation. Et à bientôt. À bientôt.